Bonjour Émilie, merci vraiment d'avoir pris de ton précieux temps pour répondre à quelques questions et partager ton témoignage. Est-ce que cette méthode a répondu à des besoins et tes attentes en fait, a pu améliorer tes tirs? Oui, franchement, j'ai vraiment réussi à me focaliser mieux sur mes tirs et j'ai progressé au niveau du tir grâce à la sophrologie, ouais. Tu avais des exercices clés qui t'ont aidé justement à passer de l'endurance au recentrage pour être plus disponible pour la partie tir? Ouais, j'avais des exercices juste avant le tir à faire et même pendant la position, pendant les courses, ouais. Et même avant les courses aussi. D'accord. Et est-ce que tu avais un exercice fétiche que tu utilisais juste avant tes tirs? Oui, j'avais le triangle avec le souffle. Et celui-là, je m'en rappelle bien. Après, comme je fais du ski de fond maintenant, c'est autre chose. Mais voilà. D'accord. Est-ce que la sophrologie t'a apporté d'autres outils que tu utilises en fait dans ta vie de tous les jours? Ou Et tu t'en sers que pour ben, le sport? non, franchement, j'avais aussi eu des exercices à faire, même avant le bac, pour être un peu moins stressée, être plus détendue. Et dans la vie de tous les jours, je peux le faire si j'ai d'autres oraux, d'autres trucs importants et où je stresse un peu. Est-ce que tu penses que la sophrologie a toute sa place dans l'accompagnement du sport de haut niveau? Ah oui, je pense vraiment que la sophrologie, elle a toute sa place. Elle peut vraiment aider les athlètes à progresser dans leur discipline. Eh ben, merci beaucoup Émilie pour ton témoignage et bonne continuation dans tous tes projets. Ah, merci. Alors merci Adrien vraiment d'avoir accepté de partager ton témoignage. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à découvrir la sophrologie? Quel était ton besoin de base avant de commencer la sophro? Alors mon besoin c'était tout d'abord trouver une meilleure performance dans le ski grâce à la sophrologie parce que j'avais beaucoup de problèmes au niveau de la préparation mentale. Donc grâce à des connaissances j'ai pu accéder à des cours de sophrologie avec vous. Ok. Est-ce que cette méthode t'a aidé finalement? Est-ce qu'elle t'a apporté quelque chose? J'ai ressenti le besoin vraiment quand j'ai attaqué le haut niveau avant, mais à partir de mes 15-16 ans, j'ai senti que la sophrologie devait rentrer dans mon entraînement au quotidien. Ok, qu'est-ce qu'elle t'a apporté au final? La sophrologie m'a apporté plus de sérénité dans mon ski et dans ma préparation en général. D'accord, donc sérénité et confiance, t'as senti que ta Voilà, confiance, elle augmentait? c'est ça. Ok. Et depuis combien de temps tu la pratiques, la sophrologie, de manière régulière? Ça fait maintenant 3-4 ans que je pratique la sophrologie à chaque entraînement sur les skis. Et t'as réussi, à travers ces 3 4 ans, à te créer un protocole qui t'est propre, que tu peux utiliser avant ou pendant, voire même après tes compétitions? Oui, j'ai vraiment mis en place un protocole que je mets en place à chaque début de compétition. C'est un rituel maintenant, je peux plus m'en passer. Ça fait partie en fait de ton mode Oui, de fonctionnement avant chaque oui, c'est ça. compète. Et il marche. Ouais. T'en es satisfait. Bien. Est-ce que tu penses du coup que la sophrologie, elle a toute sa place dans ce sport, dans le ski alpin? Oui, clairement, aujourd'hui, on est à notre niveau. Nous avons tous les mêmes capacités sur les skis. Donc le seul Plus. ouais, le seul plus, Ouais. c'est dans la tête, c'est mental. Donc aujourd'hui, la sophro est quelque chose d'important dans le sport de haut niveau et plus par... Tu retiens de la sophrologie, c'est surtout l'impact mental Oui, de ce qu'elle t'a apporté. oui. Ok, bah écoute, je te remercie énormément Adrien pour ce témoignage et je te souhaite vraiment une très très belle continuation Merci beaucoup. dans ton sport. Merci beaucoup. Laurie and Thomas, both 18 years old. This is their second Junior Grand Prix season. They're coached and choreographed by Karen Arab. Besoin de base. Eh bien, j'avais besoin au départ en fait de plus sentir mon corps en quelque sorte, de trouver des points d'ancrage parce que
j'avais souvent soit des déséquilibres, soit j'avais du mal à sentir certaines parties de mon corps, et ce qui est plutôt utile dans mon sport. Donc j'avais besoin de ça. Ok, en danse sur glace, quelles sont les qualités à développer pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir? Bah justement, on a besoin de sentir son corps, de savoir exactement quel muscle fait quoi, de sentir sans forcément avoir besoin de réfléchir. Donc quand on me dit tends ton bras, je dois pas penser à je dois tendre mon bras, je dois sentir qu'il est en train de se tendre et forcément j'en avais besoin. Donc il y a ça, il y a aussi tout ce qui est sensibilité artistique, donc ça passe par l'émotion, donc ça peut dire aussi savoir gérer ses émotions. Donc c'est plein de choses comme ça, savoir faire que. En dehors du fait de travailler sur le schéma corporel, ça m'a permis de me poser et de vraiment savoir quelle chose exacte je devais faire pour transmettre ce que je voulais transmettre. Et puis quand j'arrive en période de compétition, alors environ 2-3 jours avant, j'augmente la dose, on va dire ça comme ça. Et par exemple pendant mon échauffement, juste avant un passage, je fais beaucoup de visualisation, je travaille sur la respiration, sur l'ancrage, beaucoup plus que ce que je peux faire habituellement pour être sûr que je suis bien dedans. Ou même dans la vie de tous les jours, s'il y a une situation qui m'angoisse un petit peu, ou si je sens que je suis pas vraiment dans le truc, je me pose 2 secondes, je respire, je fais 2-3 exercices et puis ça va. Je pense que n'importe quel sportif aura besoin de s'ancrer dans sa compétition, peu importe quel sport d'ailleurs, de savoir ce qu'il fait, où il va et de pas être perturbé par d'autres choses, de vraiment être dans le truc, de sentir ce qu'il fait. Je pense que c'est vraiment important. Sarah, quand vous entendez vos collègues sportifs, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes disciplines, mais est-ce que leur témoignage concorde avec votre expérience? Je vous laisse prendre un micro. Oui, complètement. Vous vous reconnaissez? Oui. Moi, Alors, je vais vous inviter à mettre le micro sur votre menton, voilà, qu'on vous entende bien. Complètement, dans tout ce qui est gestion des émotions, dans l'ancrage, avoir une routine avant de monter sur le ring. Complètement, je me retrouve là-dedans. Qu'est-ce qui se passait pour vous donc avant la sophrologie? Oula. Voilà. Pourquoi à un moment vous avez eu besoin d'outils supplémentaires? Qu'est-ce qui se passait? Là où je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai fait une première finale France, championnat de France élite, et je suis restée bloquée. J'avais un enchaînement et je suis restée bloquée. Ça vous refaisiez toujours le même enchaînement? Sidération, c'est bloqué, toujours le même enchaînement, il rentrait pas, mais je m'acharnais. Et là, je me suis dit, en fait, parce que je suis quelqu'un, je stresse beaucoup, je suis beaucoup dans ma tête. Il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je perde. J'étais vachement sur le résultat, alors que c'était l'action qu'il fallait que je fasse. Donc pendant le match, vous étiez en train de penser à ce que vous devriez faire pour gagner. Il faut que je gagne. Je veux gagner, il faut que je gagne. Et je suis restée là-dessus. Alors, au téléphone, ce qu'elle vous dit, Sarah, la première fois qu'on en a parlé, c'est qu'elle a conclu, elle m'a raconté la même chose, elle a conclu en me disant, et pendant que j'étais en train de réfléchir, je prenais des coups. Parce que je vous rappelle qu'elle fait de la boxe, donc ça pardonne pas. Ça pardonne pas non plus pour ces champions-là, mais ça m'a surprise, j'avoue. Et pendant ce temps-là, je prends des coups. Oui, parce qu'en fait, tous mes mouvements, je réfléchissais à mes mouvements, alors que normalement, ça sort tout seul, c'est automatique, et là, le fait de conscientiser mes mouvements, ça prenait plus de temps, mon enchaînement était plus long, donc je prenais des coups. Oui, vous pensiez à faire au lieu de faire. Exactement. Et la sophrologie vous a permis de surmonter cette difficulté. Exactement, je me focalise plus sur un mot que sur le résultat, je suis plus sur l'instant présent que sur la finalité. D'accord. Sur le geste, juste au moment juste. C'est quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes venu avec votre entraîneur. Donc, pardon ? Allez-y. Je connais Sarah depuis très très longtemps. Oui. Par contre, je ne suis pas son entraîneur. Ah pardon, mais vous êtes aussi vous êtes entraîneur de Sarah de boxe. Je l'ai déjà coaché pour des finales, notamment en Europe, mais c'est pas moi qui est là à l'entraînement dans son club, et c'est pas moi qui est là à l'entraînement non plus lorsqu'elle est en équipe de France. D'accord. Alors ça m'arrange que vous disiez ça. En fait, j'avais tout prévu. Parce que donc vous êtes acquis à la sophrologie, elle est déjà dans votre vie et dans votre métier, vous l'utilisez déjà depuis bien longtemps. Mais du coup, vous dites, il est très important que quand le sophrologue intervient auprès du sportif, eh bien, il soit associé à l'entraîneur. Là aussi, il faut former une équipe pluridisciplinaire.
Alors, c'est important parce que c'est une équipe, hein, même si c'est un sport individuel, en réalité, c'est une équipe. Mais c'est pas obligatoire. Moi, je travaille avec des sportifs dans d'autres disciplines et je ne connais pas l'entraîneur. Vous êtes d'accord? Qui c'est qui m'a dit? Alors, est-ce que c'est vous? Alors, vous êtes sophrologue, qui me disait qu'il était important de passer par l'entraîneur pour entrer dans le milieu du sport et accéder aux sportifs pour que le programme soit cohérent. Alors c'est l'entrée dont vous parlez. C'est pas votre expérience à vous, en fait. Si, c'est l'entrée dont vous parlez. Ça veut dire qu'à un moment, quand il faut rentrer dans une équipe, eh bien, le maître d'œuvre, c'est aussi l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur, bien souvent, qui va chercher une ressource qu'il n'a pas. Mais ce n'est pas une obligation, notamment parce que quelquefois, le problème que nous apporte le sportif, eh ben, c'est ses relations avec l'entraîneur. D'accord. Donc du coup, ça ne peut pas marcher. Et puis juste ce que je voulais dire, c'est que en plus, il n'est pas nécessaire souvent de bien connaître la discipline. C'est même peut-être un atout. Pourtant, moi, ma spécialité, c'est les disciplines pugilistiques. Et je m'occupe de boxeurs. Et pour autant, lorsque je m'occupe de gens du tennis de table, par exemple, eh bien, c'est un atout formidable de ne pas connaître la discipline, parce que comme ça, eh bien, on écoute. Alors que quand on connaît trop, eh bien, on a tout de suite la réponse, alors qu'on n'a pas encore écouté la demande de l'athlète. Est-ce que vous avez l'impression d'être moins vigilant si vous avez affaire à quelqu'un qui pratique le sport que vous connaissez? Eh ben, ou est-ce que vous l'écoutez qu'à moitié parce que vous savez déjà ce qu'il va vous dire? Parce que j'en ai vu plein de boxeurs, donc quand j'écoute Sarah, je dis ah oui, elle est fixée sur le résultat, alors qu'elle devrait être fixée sur la performance. Voilà, ça va. Et tout de suite, eh ben, il y a je vais lui faire ça, alors que peut-être il y a quelque chose d'autre. Et quand on ne connaît pas la discipline, j'ai travaillé notamment avec un skieur, eh ben, on est obligé d'être à l'écoute parce qu'on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Donc on connaît moins ces difficultés, donc on est plus vigilant. Donc, du coup, on écoute mieux, on est plus précis. Et on prend le temps. Sarah, le sophrologue avec lequel vous avez travaillé, du coup, est-ce qu'il travaille aussi en collaboration avec votre entraîneur ou est-ce que c'est une démarche personnelle que vous avez engagée? Alors, je vais juste apporter un élément de réponse, c'est pourquoi, entre autres, je ne suis pas son entraîneur. Par contre, dans le cadre des équipes de France, la casquette que j'ai depuis maintenant 7 ans, c'est l'intervention sur le facteur mental de la performance. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai pu travailler avec Sarah, pas avec des gants ou des pattes d'ours ou un ring, mais en entretien. Et donc là, l'outil principal que j'utilise, c'est la sophrologie. D'accord. Elle a fait avec moi, mais elle a également eu des expériences avec d'autres praticiens. Et du coup, est-ce que vous considérez, Sarah, que ça fait partie de votre entraînement, de votre préparation? Partie intégrante, la sophrologie? Oui, partie intégrante. Moi, je le pratique même à l'entraînement. Ne serait-ce que entre les reprises et les rounds, en fait, ne serait-ce que redescendre le rythme cardiaque, je le fais dès l'entraînement pour que ça devienne automatique sur le ring. Parce qu'avec le stress, le rythme cardiaque il reste haut, donc bien redescendre, se focaliser sur l'objectif, sur mon combat plutôt que sur... parce que plus je vais penser à mon rythme cardiaque qui est haut, et plus il va rester haut, en fait. Ça va, je vais encore plus stresser et j'ai pas assez de cardio ici, et après, ça y est, l'engrenage est en route. La machine est partie. Voilà, d'accord. Donc du coup, de la même façon que vous allez répéter vos enchaînements pour avoir des gestes automatiques et des réponses synchrones, vous allez aussi intégrer les outils de sophrologie. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous disposez vous aussi d'une boîte à outils qui vous rend autonome au moment de la performance. C'est ça l'intérêt aussi de la sophrologie pour les sportifs. Exactement, ouais. Et du coup, vous le mobilisez, par exemple, en match, est-ce que vous vous dites, bon, bah là, je vais mobiliser tel et tel outil parce que je sais mes besoins et je sais où je vais être fragile? Non, ça vient tout seul, en fait. Ça vient tout seul. Ça vient tout vous seul. êtes super entraîné, donc ça vient tout seul. Non, c'est que sur le ring, en fait, j'ai pas le temps de me dire, tiens, je vais utiliser ça. C'est quand je sens que mon cerveau commence à se mettre en route, je me focalise sur un mot. J'ai un mot ou une image et je me focalise dessus tout de suite. D'accord. Donc ça vient de suite. J'ai pas besoin d'y réfléchir. D'accord. Vous avez intégré les outils. Exactement. Et du coup, alors comment ça se passe, Franck? Parce que alors vous travaillez avec des équipes. Oui. En sport collectif. Donc du coup, vous les avez. Comment est-ce qu'on fait? Parce que le rapport normalement, c'est bon. Des fois, vous travaillez en groupe, mais normalement, c'est un rapport individuel. Et là, vous avez une équipe qui doit aller à la performance. Qu'est-ce qui se passe là? Comment vous agissez avec l'équipe ou avec les individus les uns après les autres? Tout est possible. Tout est possible?
Dans ce cadre-là, l'intervention avec une équipe, c'est là que la relation avec l'entraîneur va devenir primordiale dans le triptyque. C'est du handball. Ouais. C'est ça. Alors, mais moi, je suis dans le même cadre que Victor, c'est-à-dire que j'interviens très peu avec des équipes de hand. En fait, moi, je me suis formé à la sophrologie, je ne suis pas sophrologue, donc j'ai intégré cet outil-là dans ma pratique d'entraîneur. Par contre, dans mes interventions, je ne mélange pas la casquette. Parce qu'un entraîneur qui me voit arriver avec ma casquette d'entraîneur aussi, il peut se sentir jugé, et ainsi de suite. Donc, en sport co, essentiellement, j'interviens dans d'autres sports. D'accord, d'autres sports que le vôtre. Ensuite, la particularité, c'est celle du groupe. Ce qui distingue un groupe d'une équipe, c'est le faire ensemble, et le faire ensemble dans un même objectif. C'est ça qui va distinguer le fait de faire les choses ensemble. Et donc, on va intervenir sur des choses de base. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est de dire aux sophrologues qui sont en formation, vous disposez vraiment d'outils très efficaces dans l'intervention avec les équipes. Ne serait-ce que parce qu'on va les faire respirer ensemble, on est en train de créer une expérience de vivre ensemble. Et ça, c'est dans le partage, parce que les problèmes dans les sports co, c'est la communication. Dans des sports où ça va vite, où l'aspect cognitif est important, la prise de décision rapide, la gestion de la prise de risque, la prise de responsabilité, le regard des autres sur ma prise de responsabilité. Voilà, c'est des choses qui vont très vite. Et à ce moment-là, le fait d'avoir vécu une expérience commune de calme, de sérénité, de compréhension de mon fonctionnement va être aidant. D'accord. Un dernier élément par rapport à ce qui vient d'être dit. On a vu dans la vidéo, on parlait d'un skieur qui parlait de rituel, et là Sarah nous parle de routine. Et c'est exactement le travail qu'on peut faire dans l'accompagnement des sportifs, c'est-à-dire la prise de conscience de mon rituel. Si je le mets en place à travers une expérience répétée, ça va devenir une routine qui va être aidante à la performance. Et ça, c'est valable dans le sport individuel, mais il y a une image d'Épinal aussi qu'il faut casser, c'est de croire que le sport collectif fonctionne différemment que le sport individuel. Tous les aspects mentaux de la performance en individuel se retrouvent dans le collectif. Et c'est la base, surtout pour les sophrologues qui débutent, la relation, moi ce que j'appelle le niveau d'activation, la relation émotion-énergie, la tension juste à trouver avec l'activation de la bonne émotion. C'est ce qu'il faut faire en sport co. C'est ce que les bons entraîneurs font de façon empirique. Le speech au vestiaire avant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de réaligner les valeurs du groupe avec le fait de trouver la bonne tension. Voilà, des fois on se met quelques petites gifles. Moi, au niveau, j'ai entraîné des filles, elles sont plutôt dans du high five. Enfin, il y a quand même beaucoup de contact aussi. Et on est en train d'activer tout ça, en fait, de façon empirique. D'accord. Quand on le fait consciemment, on va aller dans le chemin de la performance. C'est ça, la conscience. Alors du coup, je vais m'adresser maintenant à Sandrine et Sylvie. Donc vous êtes pas, vous travaillez donc avec des sportifs de haut niveau, mais vous n'êtes pas vous-même entraîneur. Donc vous êtes dans le cas rêvé, selon Victor, où vous connaissez pas, vous connaissez la discipline, mais vous la pratiquez pas forcément vous-même. Est-ce que du coup, par rapport à d'autres personnes qui peuvent que vous pouvez aider, est-ce que vous mettez en place des protocoles particuliers sous prétexte que vous avez affaire à des sportifs de haut niveau? Est-ce qu'il y a des exercices, une façon d'aborder la performance d'une façon particulière? Alors oui, parce qu'en fait, là, on a vu trois sports totalement différents. Donc effectivement, en ski alpin, ils performent en moins d'1 minute. Donc ça va être vraiment sur la concentration, on va porter vraiment notre attention sur le temps de départ, pour l'engagement, voilà, tout se joue là. D'accord. En fond, c'est plus sur l'endurance. Par exemple, en biathlon, c'est vraiment comment je vais passer d'un rythme très très soutenu au niveau de la course à en quelques secondes revenir dans une concentration extrême et un rythme cardiaque qui redescend. Donc on va amener encore d'autres exercices. Et en danse sur glace, c'est encore autre chose, et surtout qu'ils sont en couple. Donc il faut prendre cette dimension des deux. Donc c'est des outils qui sont totalement communs pour certaines choses et des outils qui sont totalement différents par rapport à la discipline. D'accord. Donc comme différents, où on va plus s'appuyer sur certains points selon la discipline. Ils ne sont pas forcément différents, mais voilà. Donc ça veut dire que, comme on l'entend depuis 2 jours, il faut que vous soyez vraiment très très à l'écoute de la personne qui est en face de vous pour bien identifier ses besoins et lui apporter la réponse appropriée. Vous n'arrivez pas avec un protocole tout fait et on fait... Non, complètement, surtout qu'en fait les gens qui viennent en général, les sportifs qui viennent, enfin pour mon cas en tout cas,
Ils viennent jamais ils sont pas venus en me demandant d'être performants. Ils savent qu'ils ont leur entraîneur qui les aide à être performants. Ils viennent pas voir le sophrologue pour performer. Ils viennent voir le sophrologue dans un besoin justement de gestion du stress. J'arrive pas à reproduire ce que disait Sarah. J'arrive pas à reproduire le sport que je suis capable de donner en entraînement. À chaque fois que j'ai une pression ou une compétition, j'y arrive pas. Donc est-ce que vous pouvez m'aider dans ce sens-là, quoi, la gestion de la pression, la gestion du stress, ou alors comme elle disait Marie sur le schéma corporel pour la danse sur glace. Enfin, ils viennent avec une demande spécifique qui n'est pas forcément la performance, mais c'est quand même bien entendu l'idée d'augmenter ses performances. Mais ils viennent pas nous demander forcément la performance. Ils viennent travailler quelque chose de précis. Et c'est à nous d'entendre ce besoin qui est précis, pas vouloir les amener sur la performance s'ils demandent de travailler le schéma corporel. C'est vraiment être Mais néanmoins, s'ils nous demandent quand même pour in fine réussir leur performance, ils sont pas au départ, en tout cas, en train d'entrer dans un chemin de vie. Après, ça peut les emmener vers autre chose, mais oui, au départ, c'est vraiment leur performance à eux. Mais ils demandent pas, je veux être meilleur, je veux pas, c'est à nous en tant que sophrologue aussi de savoir, quel est ton objectif, parce qu'on travaille beaucoup sur la motivation quand même. Donc, quel est ton objectif pour pouvoir lui faire travailler un point? C'est qu'il faut quand même qu'ils soient motivés pour être dans un top quelque chose, top 5, top 10, enfin chacun son objectif. Mais ils viennent rarement pour nous demander, je veux être dans le top 5. C'est juste, je veux gérer mon stress, ou je veux améliorer ce geste juste que j'y arrive pas, je veux améliorer le tir. En biathlon, c'est souvent pour le tir qu'ils viennent, c'est pas pour le reste. Il faut que j'améliore mon tir, sinon je perds trop de temps. Enfin voilà, donc c'est des choses très spécifiques. D'accord, très pointues. Oui. Qui débordent après sur autre chose. Mais à la base, ils viennent avec. C'est-à-dire que de là, on va travailler sur la confiance en soi, on va travailler sur d'autres choses, mais ils viennent avec un besoin, eux, dans leur tête très spécifique. D'accord. Et après, évidemment, de là, on élargir la démarche. Schéma corporel. Alors voilà, vous disiez les sportifs de haut niveau, souvent, effectivement, ils sont assez précis dans leurs demandes. Ils savent où ils vont, ils savent de quoi ils ont besoin. Vu de l'extérieur, de mon point de vue de néophyte ou de grand public, on se dit les sportifs, ils ont un super schéma corporel, ils utilisent leur corps, ils sont au top de la performance, et en fait, non. Qu'est-ce qui se passe, Franck? C'est quoi ce mystère? Ouais, c'est encore une image d'Épinal, ça. C'est-à-dire que, effectivement, les sportifs de haut niveau, Sarah pourra partager ça, ils n'attendent pas de nous connaître pour être performants. Ils sont bons, déjà. Et nous, quand ils viennent nous voir, on a tendance à penser qu'ils font du haut niveau, donc voilà, ils savent déjà tout faire, quoi. C'est des Formule 1. En fait, ils ont un schéma corporel hyper affiné dans leur discipline. C'est-à-dire qu'ils sont des experts de l'utilisation de leur corps dans la discipline, dans ce qu'ils ont besoin pour être performants dans leur discipline. Mais je peux donner un exemple encore du week-end dernier. J'étais dans l'Aveyron avec un pilote de rallye, un WRC. Il respire à l'envers, quoi. Parce que c'est quoi le WRC déjà? C'est quoi c'est du rallye automobile. Donc il est dans sa voiture et il respire. Voilà. Et en fait, c'est des gens qui sont, par rapport à l'utilisation de leur corps, ils sont gainés. Donc effectivement, ils sont comme ça. Ils ont que des petits mouvements brefs avec leur levier à côté. Donc il peut y avoir une respiration au niveau claviculaire, en fait. Et puis quand on leur dit, mais on se pose et on respire, ils gonflent le ventre en soufflant. Enfin, on s'aperçoit que c'est le bordel, quoi. Et pouvez me raconter celui de votre copain? C'est votre copain qui est spécial, qui est patineur de vitesse. Mon associé. Votre associé. Ouais, patineur de vitesse. Non, parce qu'elle est bonne celle-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il fait du patin, mais il faisait du short track. Il a fait 3 fois les Jeux pour la France. Enfin, il s'est tourné qu'à gauche. Donc lui, il a un schéma corporel à gauche. Parce que toute sa carrière, il a appris à poser les patins comme ça, à gauche. Tourner à gauche très vite, mais il le fait bien. À gauche, il est imbattable. Voilà. Après, à droite, il tombe. Et donc, son schéma corporel, légèrement, il comprend bien tout ce qui se passe à gauche, mais le reste, non. Donc hyper spécialisé. Ouais, et donc vraiment l'image, ce que je souhaite partager avec les sophrologues qui débutent et qui vont être avec des sportifs, c'est vraiment ça, c'est de ne pas penser que les sportifs de haut niveau sont plus compétents que nous. Non, ils sont hyper compétents dans leur domaine. Par contre, on a plein de choses de base à leur amener. Voilà. D'accord. Donc vous dites ne pas se laisser impressionner par leur performance. Et revoir leur schéma corporel à fond, parce que il peut y avoir... Sarah, vous confirmez, votre schéma corporel, est-ce qu'il était incomplet avant que vous découvriez la sophrologie? Là où je suis pas d'accord, mais... Vous avez le droit de pas être d'accord, non, je suis pas d'accord, c'est que mon schéma corporel, certes, pour la boxe, je sais ce que je dois faire, à quel moment,
mais j'ai plus de facilité pour les autres sports. Je sais me représenter dans l'espace, donc j'ai plus de facilité à faire d'autres sports, à être performante dans d'autres sports. D'accord. Mais vous ne faites pas du patinage de vitesse en tournant que à gauche Non, en je même temps. tourne pas Vous du- utilisez vos bras, vos jambes et tout votre corps. Donc j'imagine que vous avez développé une certaine agilité. C'est ça. Donc, Mais on avait quand même entendu la jeune fille donc, qui fait du patinage artistique, qui se rapproche de la danse. On pourrait imaginer que, pareil, dans le patinage artistique, on déploie tout son corps. Et elle parle de son schéma corporel qui n'était pas, finalement, suffisamment développé. Merci Sarah. Oui, parce qu'en fait, ça revient à ce que vous disiez. Ils sont limités en fait. Ils travaillent toujours un geste juste. Donc à un moment donné, on peut travailler effectivement tout le temps le côté gauche ou tout le temps un exercice, mais à un moment donné, plus ils avancent dans la compétition, plus il faut s'ouvrir à d'autres gestes, à d'autres apprentissages. Et donc c'est leur faire prendre conscience du champ dans l'espace aussi, parce qu'une patinoire, en général, c'est réglementé, mais il y a des patinoires qui sont plus petites que d'autres. Donc déjà ça aussi, c'est travailler comment je vais me situer dans l'espace par rapport à un lieu de compétition. Enfin, il y a vraiment un travail énorme sur le ressenti du corps, mais il y a aussi le corps dans l'espace qui est fondamental pour la danse. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. On va Voilà. parler de la danse dans un tout petit instant. Ou même tout de suite, en fait. Alors, je vais vous proposer, donc, on a un témoignage d'une danseuse également qu'on va écouter et on en parle juste après. Dans ma pratique de la danse, déjà j'avais un peu des problèmes de confiance en moi et qui m'empêchaient du coup d'aller plus loin au niveau artistique, au niveau même technique. Et je pense que ce qui m'a le plus apporté en sophrologie, c'est la confiance en moi, de croire en mes capacités. Et je pense que ça m'a vraiment amené plus loin d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel dans la vie de tous les jours. Je pense que ça se ressent également. Et puis également en représentation, quand c'est le moment de monter sur scène et que on se dit mais en fait j'ai pas du tout envie de monter sur scène. Quand on veut être danseuse, je pense que c'est un petit peu problématique si on a peur de monter sur scène et c'est une peur que j'avais avant et je pense qu'avec la sophrologie, je suis sûre que c'est la sophrologie qui m'a aidée où maintenant je me dis avant de monter sur scène, je me dis juste j'ai envie d'y aller et ça change quand même tout mon quotidien vu que mon quotidien ça va être la scène tous les jours. Je pense que d'avoir envie de monter sur scène, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est quelque chose, c'est un gros changement quand même, donc dans une vie, des changements comme ça peut être un petit peu effrayant, mais c'est vrai que finalement, avec la pratique de la visualisation, de se projeter dans le futur et de finalement se dire, c'est pas quelque chose d'incroyable, ça va bien se passer, finalement, c'est comme ici, c'est des studios de danse, je vais faire ce que j'aime, donc finalement, c'est quelque chose qu'il faut appréhender, je pense, avec sérénité, je pense, et c'est à travers la visualisation que j'ai compris ça et que j'ai appris à ne pas avoir peur du futur et de ces événements qui peuvent un peu être effrayants au premier abord. Merci. Alors, elle a intégré ou pas? Ah oui, vous pouvez l'applaudir. Elle a intégré le Ballet de Madrid ou pas? Ah pardon, c'est vous, Sandrine. Oui, elle a le Jeune Ballet de Madrid depuis la rentrée. Bon, alors vous la remercierez pour son témoignage et vous la féliciterez de notre part. Ce qui est intéressant dans son... Bon, il y a plein de choses intéressantes dans son témoignage, mais là, vraiment, ce qui me fait réagir tout de suite, mais je voudrais comparer aussi avec, même si vous n'êtes pas danseuse, mais avec une sportive de haut niveau, c'est la notion de plaisir. Elle en arrive à dire, cette jeune femme qui se prépare à être danseuse, qu'elle avait tellement peur qu'elle ne voulait plus monter sur scène. Ce qui est quand même effectivement très handicapant dans ce genre de métier. La notion de plaisir, est-ce que c'est un levier sur lequel vous travaillez pour aller vers la performance? Alors, je vais juste demander à Sarah, puisqu'on l'a sous la main, est-ce que ce que dit cette danseuse, avec sa dimension à elle artistique, ça fait écho chez vous? Je me retrouve totalement dans ce qu'elle dit. Complètement dans... Avant de monter sur le ring, avant je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis pas mis à la coin? Je suis au domino, je sais pas, mais pas à la boxe. Et là en fait j'ai hâte, j'ai envie de monter sur le ring. Donc il y avait un moment où vous n'aviez plus envie d'aller sur le ring. Je vais me faire taper dessus, je vais gamberger comme une folle, je vais prendre un néon. Mais vraiment qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? D'accord. Et là j'ai envie, je sais boxer, je vais boxer, je vais m'amuser, je vais prendre du plaisir à boxer. Je suis là pour ça.
Voilà. D'accord, mais je vais prendre du plaisir et je vais m'amuser. Victor, vous me disiez aussi, en préparant cette table ronde, que ce qui s'est passé pour Sarah, c'est qu'à un moment, elle a fini par accepter de boxer comme elle avait envie de boxer sur le ring, et qu'il fallait qu'elle trouve son propre schéma, sa propre direction. Et donc, il y a la notion de plaisir qui vient là, qui intervient beaucoup. Alors, le plaisir, comme l'a justement dit Sarah, là, il est venu lorsqu'elle a changé, elle a braqué son attention sur... elle était avant sur le résultat. Le résultat, c'est où on perd, où on gagne. On connaît par avance le résultat. Et on ne peut pas agir sur ce résultat puisqu'il ne dépend pas à 100% de nous. Il y a un adversaire en face, il y a des juges, des arbitres. Lorsqu'elle a focalisé sur l'action, sur ce que je vais faire pour avoir le résultat escompté, eh bien, elle n'était plus sur le résultat, plus de pression, et là, le plaisir revient, parce qu'avant tout, elle a commencé cette discipline parce qu'elle aime ça. Donc, quand on est dans l'action, on dit l'action tue la peur. C'est un peu ce qu'on écoutait hier, quand on disait, voilà, le flou, le flow, la zone, etc. On engage notre compétence, et ça, on en est 100% responsable. Ah, j'ai pas mes notes, c'est dommage, parce que j'aimerais, oui, c'est-à-dire on s'engage avec ses compétences, il va y avoir un feedback, on s'oublie soi, et il y avait un cinquième point. On est dans l'action. Quand on est dans l'action, eh ben, on ne cogite plus, donc elle stoppe toutes ces pensées qui l'envahissaient. Elle est dans l'action, dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle a préparé, et du coup, elle prend du plaisir. Même si elle prend des pains aussi. Et du coup, alors, reprenez le micro, vous vous surprenez à sourire? Je me surprends à sourire quand je boxe. D'accord. Donc, je prends un coup, je fais ah, d'accord, je note. Vous êtes particulièrement fair-play. Hein. D'accord. Et est-ce que le plaisir augmente la performance? Pour durer, il faut qu'il y ait du plaisir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une motivation intrinsèque. On ne va pas juste pour le titre ou pour le chèque, parce que ça ne dure pas très longtemps. Ceux qui font des longues carrières, c'est ceux qui prennent plaisir à l'entraînement, qui prennent plaisir en compétition, même si ce plaisir n'est pas toujours immédiat. Parce qu'il y a des grosses parties de souffrance quand on s'entraîne pendant 5 jours sur 7, toute l'année, avec 2 entraînements dans la journée. C'est dur, ça fait mal. Et par rapport au thème abordé tout à l'heure sur le schéma corporel, ou même en sophro, nous, où tout passe par le corps, eh bien, quelquefois, il y a des athlètes, ça ne passera pas par le corps. Parce que le corps, ils le mettent entre parenthèses, parce que lorsque l'on est à la porte de la performance, c'est-à-dire que ça va être tout de suite, si on écoute son corps, on arrête. Parce qu'il y a des douleurs de partout. Ouais, ça c'est les difficultés du haut niveau. On est aussi, au taquet. Pour les sophrologues qui n'ont peut-être pas l'habitude de la haute performance en compétition avec des sportifs, quelquefois le passage du corps, si on commence par cette porte-là, rapidement elle se ferme. Il va falloir trouver une autre porte. D'accord, parce que le corps a déjà été trop sollicité. Voilà, c'est pas le moment. Alors que quand c'est en amont, justement, on va prendre conscience du corps pour mieux le respecter et pour ne pas être en sous-récupération. D'accord. Mais quand on arrive aux portes de la performance, à quelques jours, Il faut trouver autre chose. Alors c'est la même problématique pour les danseurs de haut niveau qui souffrent aussi beaucoup dans leur corps, évidemment, à l'entraînement. Il y a cette notion de plaisir. Et alors, vous, Sandrine, ce qui vous a frappé aussi chez des danseurs qui étaient en formation, c'est qu'ils étaient tellement axés sur la performance, convaincre leurs profs, convaincre les jurys, qu'ils en oubliaient d'interpréter. Et ça, c'est la dimension artistique de leur discipline. Ils n'interprétaient plus. Complètement, en fait. En danse, il y a 2 axes de travail, puisqu'il y a la préparation des auditions, mais il y a aussi la préparation d'un spectacle. Et quand on se représente devant un public, on est là pour amener du plaisir au public. Et du coup, pour en prendre, parce que si on n'en prend pas, c'est difficile d'en on danse uniquement avec son mental et pas avec son cœur, forcément, il y a un moment où ça va se ressentir, où le spectacle va être magnifique, parce que ce sont de très très bons techniciens, mais ils vont avoir pris aucun plaisir. Et Célia le dit très bien, il y a un moment, quand tous les jours, quand on doit monter sur scène, on se dit mais je veux pas y aller. Et puis voilà, tu l'as bien dit aussi. Dans ces cas-là, il y a un moment où il faut quand même se poser des questions, de se dire donc du coup, c'est quoi la solution, quoi ? Soit il faut changer de métier, soit vraiment il faut trouver des axes de travail pour reprendre du plaisir, sortir du côté école, audition, performance et vraiment se dire demain ce sera mon métier. Donc oui, il va falloir toujours être performant, il va falloir faire attention à son corps et pas être tout le temps en souffrance, parce que le schéma corporel pour les danseurs c'est pareil, on se dit un danseur c'est pareil en patinage.
Ils maîtrisent très très bien son schéma corporel et on s'aperçoit que non, ils ont des cours de physiologie, ils connaissent très très bien l'anatomie, mais notamment en danse contemporaine où souvent les chorégraphies sont très très violentes, voilà, il y a des danseurs qui disent mais j'ai découvert que j'avais une colonne vertébrale et on se dit mais comment c'est possible? Parce qu'ils enroulent, ils déroulent avec beaucoup de violence et leur corps c'est leur outil de travail. Et en fait, il y a un moment où ils oublient que leur corps, c'est juste vital qu'ils en prennent soin s'ils veulent continuer à danser et avoir une longue carrière sans être en permanence blessés, parce que souvent, ils se font des blessures et ils continuent à danser 8 heures par jour sur une blessure. Et après, du coup, ça fait des fractures de fatigue. D'accord. Comme le disait Victor, il y a un moment où effectivement, s'il y a une audition derrière, dans 24 heures, dans 48 heures, il va falloir trouver aussi les ressources pour passer outre cette douleur et aller jusqu'au bout de la compétition. Mais après, clairement, si on peut être dans l'anticipation et déjà leur faire prendre conscience que, en faisant attention à leur corps, en faisant attention à leur respiration, ils vont avoir beaucoup plus de fluidité dans le mouvement et du coup beaucoup moins se blesser. Ils s'aperçoivent là, dans une prévention, qui va aussi bien sûr servir ou la performance ou la prestation artistique avec davantage de prévention. Est-ce que du coup on peut dire qu'ils utilisent tellement, vous dites leur corps est un outil, qu'ils le voient tellement comme un outil qu'ils ne l'habitent plus? C'est ça. C'est ça, parce que d'un coup, ils redécouvrent, quand on travaille tout simplement sur la respiration et sur le schéma corporel. Moi, il y a un élève, c'était ma première séance avec des danseurs. Je suis restée sidérée parce que donc on a fait une séance très très basique et son retour, ça a été je viens de prendre conscience que j'étais complètement bloquée au niveau du plancher pelvien. Ça me paraît surprenant, oui, pour un danseur. C'est pas du tout le genre de feedback qu'on a avec des personnes qui ne sont pas dans le corps. Mais c'est vrai que c'était hyper précis et en même temps, il a réussi à localiser dans son corps les endroits où il avait des blocages. Et du coup, en travaillant avec différents exercices et avec la respiration, toutes ces zones de blocage, il a réussi à les débloquer et à retrouver beaucoup plus de fluidité dans ses mouvements. Donc du plaisir et donc ne pas se cabosser tout de suite trop vite. Franck Larrey, vous avez la même expérience avec un danseur pareil. Ouais, cette année-là, j'ai accompagné un danseur de l'École nationale de l'Opéra de Paris dans le cadre de la préparation de son concours pour l'intégration au corps de ballet. Et voilà, moi, c'est pas du tout mon milieu, la danse, mais j'ai adoré ce travail-là. Et vous dites justement, c'est le gars, c'est une Formule 1, il est capable de prouesses extraordinaires, et en même temps, il avait besoin d'être accompagné malgré tout. Comme disait Sarah, en fait, voilà, on imagine un danseur, enfin, moi je l'ai vu faire des sauts, des choses, enfin, ils ont une notion de l'utilisation de leur corps, que ce soit dans d'autres sports, mais enfin dans l'espace, elle est phénoménale, quoi. Et puis ils ont une lecture de leur corps aussi que j'ai trouvé très très juste. Maintenant, c'est des machines de guerre. Mais ils ne sont pas détachés de 80% des demandes qu'on trouve. Et je trouve que le témoignage de Célia, je crois, la danseuse là qu'on a vue, il est exactement dans ce que j'entends moi comme demande. Ils viennent avec une demande autour de la confiance ou de la gestion du stress. Les problèmes sont ailleurs. Mais eux, 80% des demandes, c'est l'étiquette qu'ils mettent sur leurs besoins. Et Sylvie, vous me disiez, parce qu'on pourrait se poser aussi maintenant la question, alors on a bien compris, c'est vrai que ces sportifs de haut niveau, Sarah, ou des danseurs, ça peut nous impressionner un petit peu au départ. On a compris qu'ils avaient besoin d'accompagnement malgré tout et qu'il faut écouter, bien écouter leurs demandes. Mais comme je vous posais la question à tous, mais alors comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce monde-là quand on est sophrologue? Et alors vous, Victor, vous me disiez, il faut s'occuper des jeunes dans les clubs, pas attendre qu'ils soient dans le haut niveau. Et Sylvie, vous me disiez, il faut aussi s'occuper de ceux qui ne sont pas sur les podiums. Oui, alors en fait, moi, je ne suis pas allée, j'ai pas fait de la sophro pour aller vers le sport. C'est le sport qui est venu à moi. Parce qu'en habitant sur le plateau du Vercors, c'est vraiment le public qui est venir en sophro. Et la première personne qui est venue vers moi en sophro, elle n'était pas du tout dans une démarche de performance, au contraire, et c'était une professionnelle. Elle était même sortie du pôle espoir, elle était professionnelle en fond et en biathlon. Et elle arrivait avec une tête, j'en ai encore des frissons à chaque fois que je pense à elle. Et elle est arrivée vraiment complètement décapitée et elle s'est assise devant moi, elle m'a dit « Franchement, je ne sais pas ce que c'est que la sophro. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai entendu parler, mais vous êtes mon dernier espoir. C'est soit vous m'aidez, soit je fais tout pour me casser une jambe. »
Parce qu'elle voulait plus. Parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était à bout. Compétition sur compétition, pression sur pression. Et là, je me suis dit, waouh, il y a peut-être quelque chose à faire finalement dans le milieu du sport. Moi, je suis pas très compétitrice de caractère, mais il y a peut-être vraiment quelque chose à faire. Et c'est là où je me suis intéressée, effectivement, à amener, à leur apprendre à se ressourcer, à se poser. Ok, il y a des compètes, mais il y a aussi autre chose. On peut apprendre à se poser. Au contraire, il faut changer peut-être un petit peu son regard sur les choses et amener tout ce travail-là et les ramener sur le plaisir, bien entendu, parce que même derrière une demande de gestion du stress, c'est la première chose qu'on va travailler, c'est le plaisir. Et on amène des gens, les sportifs, dans un rituel qui revient toujours sur le plaisir. C'est qu'est-ce que je vais amener? Tu parlais d'un mot, Sarah, ça peut être un mot, une image, mais quelque chose, une émotion, un ressenti qui revient sur le plaisir, et chaque séance tourne autour du plaisir pour leur redonner ce goût, sinon c'est même pas la peine, quoi. Alors du coup, que se passe-t-il avec ceux qui sont pas sur le podium, ceux qui ont échoué? Parce que c'est chouette. Alors justement, je pense qu'on a travaillé autant, qu'on a souffert autant et qu'on a perdu. Oui, on a un énorme rôle en tant que sophrologue pour tous ceux qui, beaucoup de candidats en fait, mais très très peu d'élus. Et donc tous ces candidats au sport qui ont démarré depuis certains, jouent en ski, en tout cas en patin même, ils démarrent à 4-5 ans. Et et ils sont au pôle espoir jusqu'à une vingtaine d'années, 19-20 ans. Et sur, je sais pas, moi je vous dis un chiffre complètement au hasard, sur 100 personnes, il y en a peut-être 5 qui vont ressortir ou 10 qui vont ressortir. Ça veut dire qu'il y en a 90 qui ont été évincés à un moment donné. Et ces jeunes qui ont passé tout leur week-end, presque tous leurs vacances, en pôle espoir, ils ont que 2 semaines de vacances dans l'année, plus les cours, donc c'est très peu. Donc qui ont consacré tout leur temps à leur sport, et quand on leur dit gentiment de reprendre la porte, c'est très difficile pour eux. Donc c'est à nous de travailler aussi avec eux, leur apporter, leur faire prendre conscience que toutes les forces qu'ils ont, parce qu'ils ont des forces extraordinaires, les sportifs, toutes les forces qu'ils ont, comment ils vont pouvoir les amener dans un autre projet de vie, dans autre chose pour eux, et pas se dire j'ai pas réussi donc je suis nul. C'est-à-dire ok, j'ai peut-être pas réussi parce que le contexte il est comme ça et qu'il y en a peut-être qui sont plus forts que moi, et c'est ça le sport, mais en attendant j'ai des sources énormes en moi pour pouvoir réussir autre chose dans ma vie. Et tout cela, je pense qu'on a un gros travail à faire. Ils sont encore plus nombreux que ceux qui sont, je dirais, en sélection de haut niveau. Du podium. Est-ce que ça veut dire faire en sorte qu'ils ne se confondent pas, qu'ils ne se mettent pas une étiquette, qu'ils ne se confondent pas avec je suis un sportif et j'ai perdu? Exactement. Et qu'ils arrivent à se reconnecter avec eux-mêmes, et je suis d'abord... Je suis un humain. Déjà, je suis un humain avec toutes mes faiblesses et mes forces, et c'est retravailler là-dessus et leur redonner goût à autre chose, parce qu'après, il faut qu'ils reprennent dans un cursus d'études de toute façon, donc leur redonner un goût à autre chose, les aider à trouver ce qui pourrait leur correspondre. Et c'est un gros travail à faire aussi avec les entraîneurs. Moi, je vois à Villard-de-Lans, le pôle espoir. Heureusement, celui qui gérait le pôle espoir à l'époque était très ouvert à ça, au bout de quelques temps. Il a fallu qu'il voie que ces jeunes, ça fonctionnait, donc il y est venu. Et du coup, après, il a compris l'ampleur, et j'ai travaillé vraiment main dans la main avec lui pour voir comment ils peuvent aussi annoncer aux familles que la porte elle est là et qu'on peut pas continuer avec lui jusqu'au bout du cursus. D'accord, mais leur faire prendre conscience qu'ils ont néanmoins un bagage. Ah oui, alors ça c'est au fur et à mesure des entraînements et qu'ils sont pas complètement démunis. Exactement, et que c'est par rapport à un sport et à un résultat donné, mais pas par rapport à la personne. D'accord. Voilà, ça c'est important. Là-dessus. Comment ça se passe pour les danseurs? Parce que là, comme il y a une dimension artistique, on a peut-être cette idée qu'ils investissent beaucoup d'eux-mêmes, que eux le voient comme ça en tout cas, et que du coup, c'est pareil, les places elles sont chères, tout le monde n'entre pas dans des compagnies prestigieuses comme l'Opéra Garnier ou les Ballets de Madrid. Comment ça se passe pour eux? Alors justement, il y a une grosse pression dans le monde de la danse, parce qu'effectivement, ils sont nombreux dans les conservatoires, et à la fin de leur cursus, il n'y a pas énormément de place dans les compagnies, il n'y a pas non plus énormément de compagnies, alors que ce soit en France ou à l'international. Où tout le monde n'est pas danseur étoile. Où tout le monde n'est pas danseur étoile, exactement. Donc, et puis tout le monde, après il y a des critères aussi de référence, et là, ça commence un petit peu à se déverrouiller à ce niveau-là, parce qu'il y a eu quand même une longue période où dans les opéras il fallait faire telle taille, tel poids, tout le monde était quand même pareil, et aujourd'hui de faire prendre conscience aussi aux danseurs, et il y a de très bons chorégraphes qui font ça et qui expliquent à leurs danseurs de dire voilà, aujourd'hui tu n'es peut-être pas danseur étoile, tu n'iras peut-être pas à l'opéra parce que tu ne fais pas telle taille, tel poids, mais tu es un excellent danseur et tu peux performer dans une autre compagnie.
Et c'est vrai que ça, il y a une dimension qui est vraiment importante. Il y a notamment un chorégraphe à Lyon qui est vraiment très très bien pour ça dans l'accompagnement de ces danseurs, parce que déjà il les fait travailler énormément sur le schéma corporel, il a une approche de la danse qui est juste fantastique, et il leur dit mais vous êtes encore meilleur qu'un danseur à l'opéra, parce que souvent pour un premier sujet ils sont 4 sur la même partie de chorégraphie, alors que eux, dans une plus petite compagnie, c'est eux qui vont faire la chorégraphie du début jusqu'à la fin. Et tenir le plateau, sur des performances qui sont parfois très longues dans le temps. C'est ça. Des fois, quand il y a une chorégraphie qui dure 1h30 en contemporain, où ça ne s'arrête pas une seule seconde, là, il faut quand même très très bien maîtriser son souffle, son mouvement, sa performance, avoir confiance en l'autre, parce que il y a des portées aussi. Donc il y a un très très gros travail aussi à faire sur la confiance en soi, sur la confiance de l'autre et sur le lâcher prise, parce que des fois il y a des portées qui sont quand même très très acrobatiques. Et ça c'est un gros travail pour les étudiants de cette confiance en l'autre. Et après, par rapport à la question sur comment on rentre, on frappe à la porte, on va voir le directeur chorégraphique. De préférence, moi je sais que j'ai pris cette ouverture-là sur des personnes qui dansent, pas l'administration, mais voilà, le maître de ballet ou le directeur chorégraphique, et de lui expliquer qu'est-ce que la sophrologie peut apporter à un danseur dans son quotidien. En écoutant aussi ses besoins. Et vous, Victor, vous disiez, on parlait de prévention tout à l'heure, vous disiez il ne faut pas forcément attendre qu'on ait en face de nous des sportifs de haut niveau, des champions, mais rentrer dans les clubs. Moi, je pense que c'est même notre mission principale. Notre mission principale, c'est pas d'aller travailler avec des sportifs de haut niveau. Pourquoi est-ce qu'on attendrait qu'ils soient au sommet, avant le haut niveau? Moi, je m'occupe que de sportifs qui font championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Et avant, c'est-à-dire pour arriver à ce niveau-là. Dans tous les clubs, dès le début de la pratique de la discipline, il devrait y avoir un apport sur le facteur mental de la performance. Aujourd'hui, il y en a très peu. Il y en a très peu, pourquoi? Parce que la sophrologie n'est pas encore bien connue, parce que les entraîneurs ne savent pas ce que c'est, donc n'y pensent pas, ou que dans les écoles de danse, C'est parce que, entre autres, il n'y a pas que ça, je vais donner quelques exemples, mais entre autres, lorsque l'on fait une séance avec un préparateur mental, sophrologue ou pas, la séance, ça va être au minimum 50 € ou jusqu'à facilement 150 €. Quand on a 12 ans et qu'on fait du tennis de table depuis 3 ans, on ne va pas payer cette somme-là. Donc pour autant, il faut agir aussi avec ce public-là. Alors on peut par exemple aller taper à la porte des clubs et proposer des cycles. Voilà, on va faire 10 séances sur ces thèmes-là, parce qu'on a discuté avec l'entraîneur, avec les besoins des athlètes, et du coup on va proposer un tarif à l'échelle d'un club et à l'échelle d'un groupe. Donc même si pour chaque séance que l'on va aller faire, on va être payé également 100 ou 150 €, mais on va avoir 10, 12 enfants sur une séance par semaine, par exemple. Donc c'est tout de suite plus abordable. D'accord, donc là c'est pareil, c'est une autre façon de faire preuve d'inventivité et de créativité pour développer la sophrologie. Ne pas attendre. Et on se payait plus cher quand il est devenu sportif de haut niveau. Vous voyez la logique? C'est un moyen de ne pas attendre qu'il y ait Sarah, avant d'être championne d'Europe ou championne de France, elle a 15 années de pratique au minimum, donc on ne va pas attendre 15 ans. Il faut y aller avant. Et un autre moyen, c'est également de former les entraîneurs, parce qu'on peut agir sur le facteur mental de la performance sans pour autant être un préparateur mental ou un sophrologue. Voilà, n'importe quel entraîneur peut faire respirer, peut faire imager, peut faire des exercices pour qu'on prenne conscience du corps. Ce qui s'est passé pour vous, vous êtes des entraîneurs et vous êtes formés à la sophrologie pour améliorer votre cœur de métier, comme Guillaume. C'est pour ça, c'est une question que je voulais poser ce matin à Richard Esposito, c'est est-ce que lorsque l'on s'adresse à un public très spécifique, avec un objectif déjà assez clair, la performance, et puis sur un nombre de séances très courtes, est-ce qu'on fait réellement de la sophrologie, ou bien est-ce qu'on utilise les principes, les techniques, les exercices de sophrologie? C'est pas la même chose. Parce que Richard disait ce matin que la sophrologie s'inscrit dans le temps et que le parcours... C'est dans le temps, et puis c'est séquentiel, il y a une organisation. Sophronisant et long. Voilà. Alors, on va ouvrir les questions, d'accord? On verra après. Attention. Richard, vous êtes là? Alors, on va vous donner un micro. Vous pensez que vous pouvez répondre en 25 secondes? Et merci, avec le sourire. C'était mon coup. Alors, est-ce que...
Oui, Victor, c'était la question comment, quand nous intervenons, je vais reformuler, tu me dis pour intégrer la question. C'est-à-dire lorsque j'interviens en tant que préparateur mental en utilisant la sophrologie auprès de jeunes, par exemple, et que je propose quelques séances, est-ce que je suis dans une démarche qui est sophrologique, totalement, ou est-ce que j'enchaîne un ensemble de techniques? C'était ça la question? Pas tout à fait. Et ça déborde du sport, c'était toutes les interventions qu'on a eues depuis hier, où on a un public spécifique. On propose des séances parfois très très courtes. On a vu que ça allait de 1 séance à 14 séances, avec des études qui sont basées sur 5 séances. C'est très court, ça ne s'étale pas sur la vie. Et donc je me dis, tiens, là je fais, pour moi, mon point de vue, c'est que je ne fais pas de sophrologie. J'utilise des principes, une démarche, et peut-être, voilà, je suis dans la démarche sophrologique, mais je ne fais pas de sophrologie. C'est pas un chemin de l'ombre à la lumière, comme vous l'auriez décrit, comme vous l'avez décrit. Oui, c'est ça. Mais je renvoie vers ce qu'avait évoqué Norbert Cassini lors d'un précédent congrès, en disant, mais dans le fond, faisons attention parce que la sophrologie n'est pas une boîte à outils. Et il faut être en mesure, effectivement, d'entendre la demande de la personne et de pouvoir nous y adapter rapidement. Et tout ça relève de la compétence du sophrologue. Alors effectivement, tel que tu poses la question, ça pourrait nous laisser entendre que des fois, nous ne sommes pas toujours complètement dans une démarche sophrologique et c'est pas si facile d'y rentrer. Ce serait un petit peu ça aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu ça, mais c'est également du côté du sophronisant. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, il fait de la sophrologie? Puisqu'il va faire que quelques séances sur un thème très précis. Quelque part, il enclenche un processus, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui. Est-ce que, alors moi je peux vous donner une question de grand public, est-ce que c'est pas une porte d'entrée, quel que soit... parce qu'en fait, presque tous les intervenants, c'était pareil pour ceux qu'on a entendus ce matin, je leur ai demandé à chaque fois, est-ce que les gens que vous avez vus dans un cadre restreint, est-ce qu'ils sont revenus vous voir après? Alors certains oui, certains non, mais... Est-ce que c'est pas une porte d'entrée pour mettre le pied sur le chemin et puis finalement c'est le premier pas qui compte? Mais c'est une porte d'entrée pour ça et c'est aussi une porte d'entrée qui va conduire les personnes parfois vers autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont passer par nous. Nous allons aussi passer la main parfois parce que nous constatons que la sophrologie ne va peut-être pas leur suffire, ou en tout cas elle n'est pas au bon moment. Et nous les renvoyons vers d'autres professionnels de la santé qui justement ont des compétences. Et des fois, ils continuent à travailler avec nous, ou des fois, justement, ils vont aller avec les autres. Travailler avec d'autres. Voilà. Et c'est aussi ça la compétence du sophrologue, c'est d'entendre ce que nous dit la personne pour pouvoir aussi parfois passer la main. Et moi, je dis que passer la main n'est pas une preuve d'incompétence, c'est une preuve d'humilité. Ça, c'est important. Si vous avez des questions, on va en prendre quelques-unes. Ici, madame. Je sais pas moi. Oui, Pascal Etchevin, je voulais intervenir par rapport à ça. Je vous invite à vous lever. Je voulais intervenir par rapport à ça parce que ce qui est important, là j'entends performance, outils, que ce soit pour les victimes, pour le sport. Ça c'est vrai, c'est une porte d'entrée. Mais pour moi, la sophrologie, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on est dans la performance d'être heureux, mais avant tout, soyons vivants. On est dans la survie constante, on veut être heureux, mais pratiquons la sophrologie comme une hygiène de vie. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça une toilette émotionnelle. C'est-à-dire que les gens viennent avec un objectif, mais ce que je leur fais passer comme message, c'est que vous n'allez pas vous laver parce que vous sentez mauvais. Vous allez vous laver pour ne pas sentir mauvais. Et bien la sophrologie, c'est votre toilette émotionnelle. Et quand vous avez des symptômes ou du stress, et on bannit le stress c'est être vivant. Avoir des symptômes, c'est être trop vivant. Alors nettoyons-nous tous les jours, plusieurs fois par jour, et utilisons ça comme une toilette émotionnelle pour vivre et arrêter de survivre. Et là, nous serons de plus en plus performants parce qu'on pourra goûter à cette performance. Merci.